déjà travaillé. Oui, il y en a que j'ai abandonné. Des pierres rouges et jaunes et de la brocatelle. La brocatelle qui vient de près de Saint-Claude. La rouge, elle est où? Elle est juste à votre main Celle-là. droite. Oui. Celle-là, elles ne sonne pas trop. En plus, elles sont entassées là. Ça, c'est du calcaire de Lens, la pierre de Lens, au-dessus de Nîmes. Là, c'est un peu plus cristallin. Oui, ça dépend de la forme, hein. Quand les formes sont allongées, elles sont plus cristallines. Ça, c'est du marbre de Carrare, du statuaire de Carrare. Ça, c'est du basalte. Alors celui-là, on l'entend. Et un morceau de pierre qui est enlevé, je suppose, dans une carrière. Le bloc, il est détaché d'où? Enfin, ça, c'est des blocs bruts qui sont en fait des petits morceaux qui se sont détachés de l'extraction des gros blocs. Donc dans les carrières, il y en a quantité et quantité. Alors en général, on les rejette. Et c'est justement cela qu'on utilise. Et oui, il me semble qu'il y a eu... J'ai entendu une phrase. Un morceau de pierre qu'on laisse. C'est peut-être celui-là avec celle-ci avec laquelle on fait la clé de voûte. C'est sûrement avec la pierre qu'on a mis de côté qu'on fabrique, qu'on fait le, qu'on bâtit le futur temple, n'est-ce pas? Paraît-il. Il y a une façon, un sens dans la pierre. Est-ce qu'il y a un sens? Oui, Une veine, je ne sais pas. ben là, elles ne sont Une pas autre. suffisamment grosses, ces pierres, pour qu'on voie le lit. On appelle ça le lit, c'est-à-dire que les couches sédimentaires se sont mises les unes sur les autres pendant des millions d'années. Et alors, on voit un feuilletage qui est bien homogène pour les pierres comme ça à sculpter, ou qui n'est pas tellement homogène pour des pierres plus rustiques. Ça me semble l'esprit. Quand le lit, par exemple, est vraiment important et que vient le gel, eh bien voilà ce qui se passe. Quand la pierre éclate comme ça, elle éclate selon le sens du lit. C'est un peu ce que tu faisais un peu les premiers hommes pour couper du silex peut-être. Non, parce que non, pas du tout. Parce que dans le silex, c'est vrai qu'il y a il y a aussi un sens de dépôt, mais la pierre est complètement homogène. Donc dans toutes les directions, il n'y a pas de lit. Et le clivage ou la cassure qu'obtenaient les premiers sculpteurs préhistoriques, c'est une cassure conchoïdale en forme de lentille concave qui s'obtient par coup, par un à-coup ou par pression, de sorte qu'on fait sauter un éclat. Et c'est avec ces éclats juxtaposés qu'on arrive à faire le tranchant. Mais c'est pas dans le lit, c'est vraiment dans la structure que ça éclate. Ils pouvaient la faire sauter la lamelle comme ils le souhaitaient dans le sens qu'ils souhaitaient, ou il n'y a qu'un Exactement. sens particulier ou le sens qu'ils souhaitaient eux. Ils arrivaient, je pense, à faire sauter les lames dans le sens qu'ils souhaitaient, tout en travaillant la pierre dans son sens, quoi. C'est-à-dire que dans n'importe quelle position, ils arrivaient à faire sauter un éclat, mais la pierre, elle était allongée d'une certaine manière, et donc il fallait la travailler. Quelle pierre déjà, Ça, Franck? c'est la pierre de Lens. Pierre de lance. Pierre de Lens que les Romains ont utilisée pour faire la maison carrée à Nîmes. D'accord. C'est une pierre très homogène, très lisse, très jolie, et assez dure.
Et derrière elle, Alors tout ça c'est de la pierre de lance, c'est la même, on la voit. Hein, ça aussi. Alors là on voit du fer dessus là. Il y a toujours un peu des oxydes de fer. Derrière, bah, ça c'est du marbre de Carrare, du marbre blanc, statuaire. Là il y a des tranches de conglomérats dessous. Voilà, et puis ça c'est des calcaires, sauf celui-là il vient des Pyrénées. Ce marbre gris il vient de Carrare. Le marbre rose qu'on voit derrière là il vient du Portugal. Et sinon toutes ces pierres jaunes et roses et violettes, c'est de la brocatelle. Ça c'est du massif central, donc du basalte. Et puis là-bas, il y en a encore. alors là, Franck, cette jolie sculpture, vous l'avez sortie de ce bloc. Oui. Je l'ai sorti l'année dernière. L'année dernière, j'avais fini de nettoyer autour et donc de nettoyer, c'est-à-dire d'enlever tout le marbre qui la retenait au bloc. Et hier, l'année dernière, je l'ai défaite, quoi. Je l'ai enlevée, je l'ai détachée complètement en la suspendant avec mon palan et puis en la descendant. Vous avez mis combien de mois de travail pour faire cette jolie sculpture? Ouais, ça me demande pas mal de travail. Ouais. Ce que l'on perçoit à première vue, immédiatement, pour la pierre, c'est la grande diversité de couleurs. On a des pierres roses, on a des pierres jaunes, des pierres encore plus roses, des granites avec des reflets, du marbre noir, de la pierre de Tavel. La grande diversité de couleurs, de textures, de grains, du granit, ça c'est de l'extaillade, ça c'est de la brocatelle jaune. Alors on a des différences de dureté, des différences de couleurs, des différences d'homogénéité. L'homogénéité, qu'est-ce que c'est? C'est la densité de la pierre? Alors, l'homogénéité, c'est pas la densité. L'homogénéité, c'est la manière avec laquelle le constituant a été brassé, mélangé, puis ensuite déposé au fond, dans le fond marin, qui s'est constitué en sédiments plus ou moins réguliers. On parlait tout à l'heure du lit, c'est-à-dire du dépôt. Évidemment, quand il y a des événements un peu brutaux ou particuliers, eh bien, par exemple une météorite, je vous écoute, Franck. eh bien, ça crée un événement planétaire qui, au niveau des sédiments, de l'environnement proche ou même au niveau de la planète, peut influencer et laisser ses traces, quoi. Donc, à chaque fois qu'il y a un événement dans le sédiment, il est enregistré. Alors l'homogénéité, c'est quand il n'y a pas eu beaucoup d'événements, que les choses se sont passées d'une manière régulière pendant des millions d'années. Les sédiments se sont déposés et donc voilà, quoi. Alors ça crée une roche homogène. Attendez.
speille. C'est une roche homogène, mais coquillée, mais relativement homogène. Évidemment, sur plusieurs mètres de hauteur, eh bien on a du lit. Mais si on utilise par exemple ce bloc, si on le regarde tel qu'il est, comme ça, on s'aperçoit qu'il est relativement homogène. Alors que celui-là, c'est du marbre jaune de Sienne, eh bien on voit déjà que là il y a une veine importante, que cette veine, elle marque la couleur du minéral, et en même temps elle est utilisée de manière décorative. Là on a des veines, pareilles, qui sont des minéraux différents, souvent des minéraux métalliques, comme du magnésium ou du fer. Alors il y a des dépôts de fer, des dépôts de magnésium, qui sont en fait les constituants des organismes vivants, qui se sont déposés dans les fonds marins. Et puis ces fonds marins ont été bouleversés, et ces dépôts, eh bien, ils ont été bouleversés et ils ont été mélangés avec les autres d'une manière qui laisse des fois des dessins comme ça. Des veines, en général c'est des veines horizontales, mais des fois c'est des veines en zigzag. On a des veines noires, on a des veines roses, on a des veines jaunes, on a des veines rouges, on a... Sinon, Franck, qu'est-ce que vous préférez travailler? Des, comme, Alors, comme pierre, des grosses pierres, des grosses structures ou des petites structures? Parce que je crois que vous faites aussi des bijoux. oui, je fais des bijoux. Bah, quand je travaille dans le petit, j'aime bien travailler dans le petit, mais c'est vraiment le très petit. Puis sinon, en matière de sculpture, j'aime bien travailler le grand comme ça. Je ne peux pas appeler ça vraiment monumental, mais c'est quand même assez grand, c'est grandeur nature. Mais bon, l'inconvénient, c'est que ça demande quand même beaucoup d'heures de travail. Alors le fin du fin dans l'homogénéité, c'est le marbre de Carrare. Euh, tous les artistes de la Renaissance ne s'y sont pas trompés. C'est vraiment même si là on peut constater des veines par exemple dans ce marbre, elles vont pas gêner au travail parce que c'est pas, encore une fois, c'est des constituants qui se sont mélangés à la pâte, mais qui n'ont pas d'influence sur la solidité du matériau. Alors le fin du fin, c'est le marbre de Carrare. Pourquoi? Parce que c'est une roche métamorphique qui s'est recristallisée. Elle avait été cristallisée une fois. On pourrait dire que la première fois, elle se trouvait un petit peu sous cette forme-là, c'est-à-dire un calcaire marin, avec éventuellement quelques coquillages, mais pas forcément. Ils ont pu être broyés, ils ont pu être laminés par les courants. Donc il en reste toujours un peu, mais voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver là? Eh bien, le magma terrestre du centre de la Terre a soulevé une partie de ces sédiments, s'est rapproché très près de ces sédiments jusqu'à les fondre aux alentours de 300-400 degrés. Donc ils ont été refondus. Et puis ensuite, ils ont été soumis à de fortes pressions, puisque la chaîne des Alpes à ce moment-là était en réalisation. Et ils se sont retrouvés plissés, pressés par en haut, et pressés par en bas, par le magma, et réchauffés en même temps. Donc ça a augmenté la température, ce qui est arrivé à autour de 400 degrés. Ça l'a refondu, et ensuite ça s'est refroidi progressivement. Donc un premier malaxage comme un gâteau, quoi. Premier malaxage par des pressions en haut et en bas, des pressions latérales aussi, qui ont formé souvent des plis en forme comme ça. Et puis une élévation de température. Tout ce grand malaxage de ces sédiments à peine cristallisés de quelques millions d'années seulement ont formé une roche à grains fins, à petits cristaux,
Les petits cristaux, on peut les voir quand il y a du soleil. Et pratiquement transparente. C'est une roche transparente. Là, elle n'est pas mouillée, mais... alors que celle-ci, elle est parfaitement opaque. Oui, on voit la différence. Alors, Donc, laisse plus passer la lumière. voilà. Celle-ci, c'est un calcaire sédimentaire, tout simple. Et ça, c'est un calcaire métamorphique. Donc, ça lui donne une plus grande solidité au niveau mécanique. Une plus grande solidité, une plus grande résistance à l'écrasement, à l'usure, au choc. Une moins de porosité, il absorbe beaucoup moins d'humidité, si ce n'est presque pas. Alors que celui-là, il absorbe certaines pierres comme les pierres du pays. L'Estayade peut absorber jusqu'à 90% d'humidité. Alors il va sans dire que quand les pierres sont mouillées, on ne peut pas les travailler. Alors qu'un marbre de Carrare, comme il absorbe pratiquement pas d'humidité, eh bien une fois que la verse est finie, je peux quand même travailler dessus. D'accord. Ok. Alors là, Franck, ce sont un peu vos outils. Donc là, on a quelques outils de sculpture. Vous utilisez particulièrement lesquels en priorité? Indispensables. Quand vous commencez une sculpture, est-ce qu'il y a une règle ou il n'y a pas de règle spéciale? Bah alors quand je commence une sculpture, bah voilà. Ce que je fais, je mets des lunettes. Eh oui, c'est protéger les yeux, eh oui. Je prends une pointe roll, une pointe, comment on appelle ça encore, et puis ma massette. Et puis voilà, ça c'est le premier état. Première chose par laquelle on commence, c'est dégrossir. Et pour dégrossir, il n'y a pas plus précis et plus rapide que la pointe. Vous allez me dire, on n'en enlève pas beaucoup. C'est vrai, c'est une petite pointe, c'est une petite massette, donc je n'enlève pas beaucoup. Parce qu'il y a différentes étapes dans le dégrossissage. Et là, je suis à une étape un petit peu déjà avancée, quoi. Une sculpture, ça se commence plutôt par il y a un sens pour prendre la sculpture. Non. Ça se commence par le socle, ça se commence par le haut. Bah, il y en a qui... Chacun a sa méthode. Hein. Chacun fait comme il le sent. Il y a un angle particulier pour prendre l'outil. Bah, il ne faut pas que ça soit trop perpendiculaire. Il ne faut pas que ce soit trop couché non plus. C'est aigu. Quand on a affaire à un gros bloc carré, bien massif, ça sonne beaucoup moins fort, quoi. Ça sonne quand même. Hein. Évidemment, c'est plus grave, quoi. Hein. Oui. C'est un son. Alors ça, ce son-là, on l'obtient qu'avec le marbre, parce que si c'était un gros bloc de calcaire, comme je vous ai montré tout à l'heure, et qu'il ne soit pas évidé, qu'il soit brut, on n'obtiendrait pas ce son cristallin. Et oui, c'est parce qu'il y a de l'espace. Encore une fois, c'est le métamorphisme
le fait que c'est une roche cristalline et homogène, qui fait que le marbre a un son beaucoup plus aigu, plus proche du cristal. Alors là, c'est quand vous commencez une sculpture, Franck, vous utilisez donc la massette et cette pointe. Voilà, j'utilise ça. Ou alors, quelle matière? Ça c'est de l'acier trempé. Et est-ce qu'il y a un outil particulier pour chaque endroit, à quoi correspondent ces outils? Là, vous avez pris une pointe. Donc il y a la pointe, il y a la gradine, c'est-à-dire il y a plusieurs pointes. Ça c'est à la main, donc à la main on peut aussi travailler. Donc on a là plusieurs pointes qui travaillent en même temps. Donc là, quand on utilise cet outil, on commence à réaliser un plan, une surface. On dresse une surface avec la gradine. Le verbe c'est dresser une surface. Oui, c'est ça, oui. Alors on enlève les éclats de la pointe qui tombent assez facilement parce que la pointe éclate le marbre dans toutes les dimensions, les directions, et c'est beaucoup plus facile ensuite de passer derrière avec cette gradine. Tandis que là où j'ai déjà passé la gradine, j'affermis un petit peu la surface, mais au niveau des éclats, ils sont beaucoup plus petits. D'accord.